Et l'invité ce matin, Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes. Bonjour Hervé Morin. Monsieur Roger, bonjour et bonne année à vous. Oui, bonne année aussi à vous. Alors, est-ce qu'il y aura une réforme des retraites, 64-65 ans? Quelle contrepartie est-ce nécessaire? Où en sont les centristes d'ailleurs face à cette réforme? Et plus globalement face à la politique gouvernement, on va voir ça dans un instant. Les effets des factures d'énergie aussi pour les entreprises, les déserts médicaux, quelques-unes des questions que nous allons aborder. Peut-être aussi un mot du service de défense. Service national universel. Voilà, c'est dans les cartons d'Emmanuel Macron, paraît-il. Commençons tout de même par les discussions sur les retraites, Hervé Morin. Les syndicats défilent dans le bureau d'Elisabeth Borne pendant 2 jours. Ils réaffirment leur opposition. Et pour vous, alors, est-ce que cette réforme est nécessaire et pourquoi, s'il en fallait une? Écoutez, je pense que tout le monde a à peu près les éléments en tête. De moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, on vit de plus en plus longtemps. Ouais. Tous les pays du monde ont allongé la durée de cotisation. Alors après, comment on le fait? Et puis il faut avoir un autre élément. C'est qu'on a un système qui est très déficitaire à l'horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des chiffres controversés, mais bon. Pas tant que ça, parce que les hypothèses dans lesquelles on vous dit que le régime reste à l'équilibre sont des hypothèses assez farfelues. Voilà. Et puis il y a un autre message, c'est que dans un pays aussi endetté que la France, il faut qu'on puisse adresser au monde l'idée qu'on est capable de réduire nos déficits. J'ai le souvenir de ça, parce que quand j'étais au gouvernement avec Nicolas Sarkozy, qu'on avait engagé la réforme des retraites, ça avait été un des sujets clés, de montrer en quelque sorte à ceux qui nous prêtent tous les jours pour nous permettre de finir nos fins de mois, vous voyez, on est capable de faire des économies et de bouger. Bon. Après, est-ce que c'est la question de l'âge? Est-ce que c'est le nombre d'annuités? Comment fait-on pour faire en sorte qu'au-delà de 55 ans, on puisse travailler plus facilement? Et ça se limite pas à la question de l'âge, quoi. Enfin voilà. Comment on rend le système plus équitable? Vous voyez bien que l'État est obligé de verser une subvention d'équilibre extrêmement importante pour la fonction publique. Mais en même temps, on a 2 régimes avec les uns où les primes sont prises en compte, où le salaire complet est pris en compte, de l'autre où les primes ne sont pas prises en compte. Et donc je pense que pour nos compatriotes, il faut leur dire ceci. Il faut aller vers un équilibre. Oui. Parce que c'est inéluctable d'augmenter la durée de cotisation. Est-ce que c'est forcément l'âge de départ? C'est autre chose. Après, il y a les pénibilités. Est-ce que la pénibilité, ça peut être vu à travers des dispositions législatives? Je ne le crois pas. Je pense qu'il faut des accords et des discussions de branches professionnelles, parce que sinon, c'est absolument impossible à faire. Bon. Donc c'est un peu à la carte, alors, vous finalement. voyez, par exemple, moi j'ai plein de gens qui me disent, en Normandie. En Normandie, dans votre région, parce que sur le terrain, qui me disent moi, j'ai travaillé plus longtemps, ça me pose pas de problème. Sauf qu'il faut que j'ai un vrai intéressement à travailler plus longtemps. Soit c'est en pouvant cumuler ma retraite avec un salaire, et donc il faut déplafonner tout ça pour permettre à des gens qui veulent gagner plus de pouvoir le faire, ou si je cotise, que ça puisse être compté dans ma retraite de demain. Donc vous voyez bien que rien que sur cette question, comment fait-on pour rendre plus attractif le travail de 55 à 65 ans, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut introduire dans la loi et qui ne sont pas forcément uniquement liés à la seule question de passer à 63, 64, 65 ou je ne sais quoi. Bon, alors, et sur un plan politique... Alors, attendez, après, quand on est de droite et du centre-droit, comme je le suis, clairement, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Je le dis à mes camarades parlementaires. Les Républicains, notamment. Républicains, chez nous, c'est Charles de Courson qui non, mais il y a aussi, bien sûr. Bon, c'est de dire, on a toujours été pour une réforme du régime des retraites, pour assurer l'équilibre sur les générations à venir. Après, bien entendu, le diable se cache dans les détails. Mais on peut pas partir avec l'idée qu'on va d'abord planter le gouvernement. Je le dis. Et est-ce qu'on peut partir aussi avec l'idée qu'on va, coûte que coûte, soutenir le gouvernement? Non. Il faut simplement être en capacité, j'ai ouvert des pistes, de pouvoir présenter un projet qui soit crédible. Et vous allez voir ce que propose Charles de Courson, qui est notre porte-parole sur le sujet à l'Assemblée nationale, est absolument crédible. En 2 mots, qu'est-ce qui est C'est l'augmentation des annuités et pas forcément de l'âge de retraite. C'est un système dans lequel on a plus d'équilibre, où on favorise
le travail au-delà de 55 ans, ce sont les pistes que j'ai évoquées. C'est la prise en compte de la question des pensions de reversion. On voit bien que le système entre la... Donc vous, Hervé Morin, si je résume, donc il n'y a pas un âge, voilà, 63-54, mais c'est le nombre d'annuités. Alors vous voulez quoi, passer à 43 ans? Oui, probablement, passer à des annuités. Dès lors qu'on prend en compte la pénibilité, qu'on permet aux carrières longues de pouvoir partir à la retraite, l'essentiel, c'est de bâtir un modèle qui soit juste et qui permette d'assurer les retraites des générations futures. Oui. Hervé Morin, encore sur un plan politique, vous connaissez bien aussi ces batailles parlementaires. Est-ce que Elisabeth Borne devra passer ou pas par le 49.3? Et si elle le fait, est-ce que ce sera un déni de débat? Non, si le débat... Je veux dire, il faut arrêter d'être obsédé par cette histoire du 49.3. Pour la première fois... vous avez vu combien de fois il a été sorti? Pour la première fois, la France vit, depuis 1958, vit dans un régime parlementaire. Oui. Dans toutes les démocraties en Europe, il y a un débat avec ses excès, avec sa violence... mais où le Parlement n'est pas godillot. L'Assemblée nationale a été godillot pendant des décennies. On a là un système qui permet à tous les Français d'être représentés, et c'est bien, même si je ne soutiens pas la NUPES, c'est bien qu'ils y soient, je ne soutiens pas le Rassemblement national, c'est bien qu'ils y soient. Mais, au-delà, on a une constitution qui donne une arme qui est le 49.3. Elle existe. Il faut en quelque sorte la banaliser. La seule chose qui serait pas acceptable, c'est le 49.3 à la Juppé, c'est-à-dire 3 jours de débat, basta, 49.3, et puis roule ma poule. Bon, écoutez, on verra. C'est vrai que je rappelle au passage d'ailleurs qu'il y a une dizaine d'années, vous aviez proposé un mode d'élection du président de la République radicalement différent. Plus de suffrage direct. C'était issu justement de l'Assemblée nationale. Les Français sont attachés à l'élection du président de la République au suffrage universel. Je pense que c'est un des drames de la démocratie française. Donc voilà, moi je suis pour une République où on arrête de penser qu'il y a un homme qui serait une espèce d'immanence absolue, capable de tout régler dans une espèce d'acte cathartique que représente l'élection présidentielle, où tout d'un coup on aurait cet homme providentiel. Donc alors forcément on est très déçu au bout de quelques mois, et à chaque fois... Vous êtes déçu d'Emmanuel Macron ou pas? Écoutez, que restera-t-il du bilan, quoi? Oui. Que restera-t-il? Moi qui suis pour la réforme, pour la modernisation du pays... mais aussi pour faire en sorte que le pays puisse créer de la richesse, créer de la valeur, encourager le travail. Que restera-t-il? Bon, j'ai vu au passage que vous êtes né en 61, donc vous serez concerné par la réforme des retraites, puisque c'est à partir de 1961 si ça se fait. Dites-moi aussi au passage, votre relation avec les LR, les Républicains, et avec aujourd'hui Éric Ciotti, quelles sont-elles? Écoutez, nous ne sommes pas parlé depuis qu'il est élu, pour faire les choses simplement. Nous aurons un comité... Pas très bien, ça, vous êtes président des centristes. Nous aurons un comité exécutif. Écoutez, moi, j'ai encore en mémoire la campagne qu'il a menée au moment de l'élection présidentielle pour la primaire, avec toute une série de propositions sur lesquelles je me retrouvais pas. Je vous rappelle que... Trop à droite pour vous? C'est pas trop à droite, c'est qu'on on peut pas simplement aborder en permanence 2 sujets qui est la sécurité et l'immigration. Ces sujets-là sont importants pour nos compatriotes. Sur le terrain, vous le voyez quand même, non? Oui, mais en même temps, vous voyez, hier soir, j'étais chez un chef d'entreprise qui m'a dit heureusement qu'on a une main d'œuvre qui est en capacité de pouvoir faire marcher nos usines et nos entreprises. Et pour ça, il nous faut aussi de l'immigration. Donc il faut... La question de l'immigration, c'est d'abord la question de l'intégration et de l'assimilation. C'est pas le fait d'avoir des immigrés. Quand on est dans un pays qui vieillit, il nous faut aussi pouvoir faire travailler nos entreprises. Et qu'il y a toute une série de métiers sur lesquels les Français veulent plus aller aujourd'hui. Très bien. On est sur, mais en même temps, on doit quand même avoir une vision moderne de la société française. Elle a changé. Je rappelle que Éric Ciotti était par exemple favorable à la sortie de la France de l'OTAN. On voit à quel point c'était pertinent. Vous êtes un atlantiste, vous étiez ministre de la Défense, on en reparlera. Mais je sais à quel point l'Alliance Atlantique c'est utile pour notre sécurité. Mais pour l'instant, alors vous ne parlez pas avec Éric Ciotti, est-ce que vous parlerez ou pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment une rupture déjà? On va, d'abord, moi je fais pas de procès d'intention, donc je vais d'abord regarder comment les choses se passent, qu'il raconte, et puis à partir de là, j'en tirerai les conclusions. Mais vous allez le voir, non? Écoutez, on se verra, oui. J'ai rien dites donc, ça n'a pas l'air d'être le grand amour. J'ai rien contre l'homme, mais je pense que
on ne peut pas réduire la droite républicaine à une caricature qui serait simplement les questions de sécurité et d'immigration. Hervé Morin, les factures d'énergie, les boulangers ont obtenu une réponse, qui satisfait plus ou moins. Bien sûr, il y a des restaurateurs qui sont inquiets de nouveau. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans votre région, justement, en Normandie ? Écoutez, clairement, nous, région Normandie, on a mis en place un dispositif complémentaire à celui de l'État. On rejoue la carte du Covid. Oui. C'est-à-dire que durant la crise du Covid, il y avait des dispositifs de l'État et la région Normandie, on est intervenu dans plus de 4000 entreprises pour les aider à passer la crise. On pensait que tout ça serait derrière nous, manque de peau, la crise ukrainienne, la crise de l'énergie. Bien. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un dispositif complémentaire à celui d'État. Il y a un premier sujet d'abord, c'est que les gens comprennent pas quelles sont les aides. Alors, on a mis en place un système où on permet à quelqu'un, très rapidement, à travers une plateforme, de savoir s'il a le droit ou non aux aides de l'État. S'il a le droit aux aides de l'État, on renvoie vers les aides de l'État. S'il n'a pas droit aux aides de l'État, que la situation de son entreprise devient fragile alors que son entreprise allait bien il y a 6 mois, parce qu'il ne s'agit pas d'aider des canards boiteux qui allaient déjà très mal, eh bien, on met en place des prêts participatifs, des avances remboursables, c'est-à-dire des prêts participatifs, c'est des prêts, par exemple, à 7 ans, où on ne paie que les intérêts pendant 7 ans, et avec des taux relativement faibles. D'accord, donc vous avez mis en place un dispositif pour aider les petites entreprises, les artisans. Nous, on ne s'adresse pas aux grandes entreprises. Dans des cas comme ça, on s'adresse aux PME, aux commerçants et aux artisans. Vous êtes Mais je rappelle que quand même tout ça, on a dû le dire 10 fois sur les antennes de Sud Radio, est quand même lié à une responsabilité majeure de 2 présidents de la République qui s'appellent François Hollande et Emmanuel Macron, qui ont abandonné le programme électronucléaire français. C'est quand même ça le scandale. Avec d'autres facteurs qui sont arrivés aussi au passage. On a acheté le vote des Verts et on a acheté Nicolas Hulot avec l'idée qu'on arrêtait les programmes électronucléaires. Je vous rappelle qu'on est encore sous une loi où on doit normalement arrêter, de mémoire, une petite dizaine de centrales. Elle va être changée, cette loi. Mais je rappelle que cette filière qui était stratégique pour la France, qui nous donnait un vrai avantage de compétitivité, parce qu'on avait un prix de l'énergie qui était faible, qui nous permettait d'exporter, qui nous permettait de fonder une filière industrielle, qui pouvait aller conquérir des marchés à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont adopté ou qui adoptent à nouveau le nucléaire, eh bien, on a foutu tout ça en grande difficulté. C'est ça la réalité. Hervé Morin, question à l'ancien ministre de la Défense, vous l'étiez sous Nicolas Sarkozy. Il y a dans les cartons d'Emmanuel Macron et du gouvernement le service national universel pour l'étendre et le développer. Quelle est votre position à ce sujet ? Ma position, c'est que là, on est dans la com totale. Bon, d'une part, ça concerne aujourd'hui quelques dizaines de milliers de jeunes, très bien, heureux pour eux. Le service national, moi j'étais contre la fin du service national. J'étais un des rares, j'étais jeune parlementaire, j'étais contre la suppression du service national. Je pense que c'était un formidable vecteur pour bâtir ce creuset républicain, pour permettre à la jeunesse de comprendre ce que c'est de faire nation. Bon. Et c'était aussi un moyen de limiter, de favoriser un certain nombre d'accès à un permis de conduire, etc. Et d'avoir une photographie d'une génération et d'essayer d'appréhender un certain nombre de difficultés. Même si on disait aussi à l'époque qu'on allait dépenser de l'essence, on faisait des manœuvres qui ne servaient à rien, etc. On perdait son temps. Ce qui se disait, mais il faut tout remettre dans son contexte. Et c'était un moyen de permettre aux jeunes bourgeois de découvrir aussi une autre France. Bon. Aujourd'hui, le service national universel, il faudrait l'adresser, on est bien d'accord, aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une génération, ça fait donc 800 000 jeunes. Vous connaissez, vous, des structures qui sont capables d'encadrer 800 000 jeunes? Ça peut pas être l'armée. L'armée n'a plus les casernes pour faire ça. Elle n'a plus les effectifs pour faire ça. Donc on voit bien que rien que sur la seule question de comment on pourrait procéder au système, on n'en est pas capable. C'est pas les collectivités locales qui vont le faire. C'est pas les associations qui vont être capables d'encadrer 800 000 jeunes. Deuxièmement, pour ceux qui ne veulent pas, Patrick Roger, parce que l'idée du service national universel, c'est de permettre à tous ceux qui sont en marge de la France aussi de revenir. C'était ça l'idée du service militaire, c'est de dire, écoute, t'es français, t'as des droits et des devoirs. Bien. Vous allez aller les chercher dans les banlieues et dans les quartiers, les jeunes qui veulent pas faire leur service national, vous allez envoyer les gendarmes, la police nationale, alors que... Donc conclusion, vous êtes opposé à cette idée ou alors... Cette idée n'existe pas.
c'est simplement de la com. Parce que c'est impossible à faire, à moins d'augmenter de façon significative les effectifs de l'ensemble des structures capables d'encadrer, et on voit bien que ça n'est pas possible. Pourquoi pas, non? Vous vous rendez compte comment vous pourriez 800 000 jeunes intégrer? Ouais. Vous imaginez, l'armée française... Vous renoncez. Patrick Roger, Oui. l'armée française Oui. ne s'adressait qu'aux jeunes garçons. Oui. C'était pas l'armée de métier qu'on a aujourd'hui. Ouais. Il y avait les casernes pour ça. Ouais. Comment vous les logez, tous ces gens-là? Vous les logez où? Bon, donc vous dites mission impossible. Non, je dis pas mission impossible. Je dis que c'est simplement une habileté de communication. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Si vous